Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire d'expertise climat à destination des journalistes. Alors, avant de commencer, quelques mots au sujet d'expertise climat. Nous sommes une association d'intérêt général à but non lucratif, apartisane, indépendante, née en 2022. Et nous sommes financés par la philanthropie et quelques subventions publiques. Et à Expertise Climat, notre mission, c'est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour pouvoir collectivement éclairer le débat médiatique, le débat public sur les grands défis environnementaux de notre temps. Alors, journalistes comme scientifiques sont attachés aux faits, vous le savez, c'est vraiment une particularité qui vous unit. Et dans une période troublée, où la désinformation et la polarisation augmentent, il nous semble que cultiver ce point commun est pertinent, stratégique, si on veut pouvoir protéger la démocratie, le droit à l'information. Et d'ailleurs, si la mission de notre association vous intéresse, vous, en tant que journaliste, sachez que l'adhésion est ouverte à toutes et tous parmi chercheurs, communicants et journalistes. Donc, vous y êtes les bienvenus. On pourra vous donner les détails si vous le souhaitez. Concernant les modalités de ce webinaire, nous enregistrons exceptionnellement les interventions des chercheurs pour vos confrères et consoeurs qui ont indiqué une incompatibilité d'agenda. Les questions-réponses, elles, ne seront pas enregistrées. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant les présentations en précisant votre média, parce que nous vous connaissons, mais ce n'est pas forcément le cas des chercheurs. Et lorsque nous passerons aux questions-réponses, nous éteindrons l'enregistrement et vous pourrez même ouvrir votre caméra et votre micro. Ce n'est pas un échange en off, vous pouvez citer les chercheurs, ils sont au courant. Alors aujourd'hui, nous allons échanger ensemble au sujet d'El Niño, ce phénomène dont on annonce le retour, hein, les scientifiques l'ont annoncé, les organisations internationales l'ont annoncé, et nous allons en parler en présence de deux chercheurs qui étudient tous les deux El Niño, mais sous deux angles très différents. Éric Gilliardi est océanographe et climatologue, il est directeur de recherche CNRS, il est membre de l'Institut Pierre-Simon Laplace, président de l'Office for Climate Education, et il est spécialiste de ce phénomène du point de vue des sciences géophysiques. Et Gilles Dufresneau, dont j'avais, je m'excuse, écorché le nom dans mon premier mail, donc faites bien attention, c'est avec un E et pas un ES, Gilles Dufresneau, est économiste, professeur à l'université d'Aix-Marseille, Sciences Po Ex, et lui, il étudie les impacts économiques des chocs climatiques. Et l'idée, c'est vraiment pour nous d'associer sciences fondamentales et sciences humaines et sociales dans chacun de nos webinaires pour vous donner des angles complémentaires et qu'on puisse à la fois parler du quoi, mais aussi du comment. Et il nous paraît intéressant de pouvoir coupler les deux dans vos papiers et vos traitements. Donc, il y a quelques jours, l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, a indiqué qu'il y avait 80% de probabilité qu'El Niño émerge cet été, appelant les pays à se préparer. Et le secrétaire général de l'ONU a qualifié ce phénomène d'alerte climatique urgente avec des mots assez forts pour indiquer l'urgence. Alors, peut-être une première question pour Eric, avant que tu partages tes diapos. Assez direct. Pourquoi, selon toi, El Niño est un sujet dont les rédactions doivent s'emparer maintenant? Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci Célia d'organiser ce moment important. El Niño, en fait, est la première source de variabilité climatique à l'échelle interannuelle, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Alors, c'est un phénomène naturel qui n'est pas causé par le changement climatique, on va y revenir, mais dont les effets se superposent et qui a des impacts météorologiques extrêmement importants dans toutes les régions tropicales. C'est un phénomène récurrent qui a lieu, comme tu le disais, tous les 2 à 7 ans et qui a de nombreux impacts au-delà de l'aspect météorologique, hein, et Gilles y reviendra. Autre peut-être chose à préciser, c'est que El Niño n'a pas de conséquences météorologiques en Europe et ces conséquences, comme encore une fois, comme Gilles va le souligner, vont plutôt être d'ordre économique et social. D'accord, alors je propose que tu partages tes slides pour nous en dire un peu plus sur El Niño, d'où il vient, comment on l'explique. Pour décrire El Niño, c'est une anomalie. Donc, avant de décrire une anomalie, il faut décrire l'état normal, les conditions normales dans le Pacifique tropical, hein, c'est là où naît El Niño. Donc, ici, vous avez l'Indonésie, un peu un éclaté en 3 dimensions du Pacifique tropical. Indonésie, Australie à l'ouest,
l'Amérique du Sud centrale à l'est. En couleur, vous avez la température de surface de la mer. Les flèches, ce sont les alizés, donc ces vents puissants qui soufflent d'est en ouest. Et ces vents font remonter à l'équateur des eaux froides de la profondeur, donc qui sont schématisées par cette couleur bleu foncé dans l'océan intérieur. Par contre, dans l'ouest, on a plutôt en surface des eaux chaudes. Cette différence de température en surface, des eaux près de 30 degrés autour de la piscine d'eau chaude indonésienne, plutôt de 22-23 dans l'est du Pacifique, font une différence de pression qui entraîne les alizés. Donc, vous voyez, donc on a un système qui s'auto-entretient, ça c'est les conditions normales. Du coup, au-dessus de la Philippines-Indonésie, il y a beaucoup de convection atmosphérique, c'est dans ce endroit où il pleut énormément. Par contre, on va être plutôt sec dans l'est. Alors, certaines années, le système va en fait s'enrayer, les alizés vont s'affaiblir, il va y avoir de remontées d'eau froide, du coup moins de différence de température, du coup encore moins d'alizés, etc. Le système s'arrête, la convection se déplace, plus de remontées d'eau froide, et ça c'est ce qu'on appelle un événement El Niño, qui va durer à peu près un an, de printemps à printemps. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a deux ingrédients nécessaires pour déclencher El Niño. D'abord, il faut une accumulation, ce qu'on appelle nous une recharge d'eau chaude en profondeur dans le Pacifique Ouest, qui est relativement prévisible, on peut la mesurer, on le voit qui s'accumule. Et deuxième ingrédient, un ralentissement des alizés qui peut être donc accéléré par des coups de vent d'ouest qui vont avoir lieu ici en surface, qui vont durer une dizaine de jours, qui eux sont moins prévisibles. Donc on a ces deux ingrédients. Alors, le Pacifique tropical, il ne faut pas oublier, nos cartes Mercator ne lui rendent pas justice, on le coupe en deux, voilà. C'est un quart de la surface de la planète, donc c'est une grande région. Et l'indicateur qu'on utilise en général pour mesurer le Niño, c'est l'anomalie de température de surface de la mer dans cette région qu'on va appeler Niño 3.4. Il y a plusieurs de ces boîtes. Du coup, on retrouve le lien avec la moyenne de température de la Terre, puisque ici, vous avez une courbe avec des moyennes annuelles en carré noir de la Terre depuis 1880 jusqu'à 2020. On voit le réchauffement climatique qu'on détecte bien à partir des années 60, et des carrés qui vont être au-dessus du moyenne glissante de 10 ans en rouge. Et toutes ces années, en fait, où on est au-dessus, c'est des El Niño. Et en dessous, c'est des La Niña, qui sont la petite sœur d'El Niño, où là, au contraire, la température baisse. Alors, peut-être un peu de debunking tout de suite, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion dans les médias, c'est normal, c'est compliqué. Donc, comme je disais, c'est un phénomène naturel qui existe depuis que le Pacifique est Pacifique, donc depuis des millions d'années, qui n'est pas causé par le changement climatique, mais ses effets superposent, en particulier dans les tropiques et dans le pourtour du Pacifique. En fait, on peut le voir comme une façon, il va piper les dés des événements extrêmes, par exemple en donnant lieu, c'est-à-dire en donnant à des précipitations plus fortes, on pourra y revenir. Et aussi, là où il y a une confusion, c'est qu'évidemment, El Niño augmente la température moyenne, puisque c'est un quart de la surface de la planète, mais ça n'a pas un impact sur les extrêmes météo en Europe. Et c'est toujours les dangers de cet indicateur de température moyenne de la Terre. Moi, je prends souvent l'exemple, vous avez une classe de 30 élèves, vous remplacez 10 élèves sur ces 30 par 10 élèves qui sont plus grands, la moyenne de la classe va changer, mais la taille des 20 premiers, elle ne va pas changer. Alors, une autre image qu'on peut utiliser pour représenter le Niño, c'est un phénomène de balancier régulier. Vous avez peut-être en tête ces chiens qu'il y a sur le dessus des voitures là, à l'intérieur. Si la voiture est à l'arrêt, on pousse le chien, ça va faire une situation prévisible. Recharge, décharge de chaleur, on va passer des lignes à la ligne. Maintenant, la voiture se met en route, la trajectoire devient complètement chaotique, et ça va permettre d'illustrer le rôle des coups de vent d'ouest. C'est pour ça qu'on a ces oscillations régulières tous les 2 à 7 ans et que les événements ne se ressemblent pas. Alors, cet index, vous l'avez ici depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez l'alternance d'événements El Niño quand on est plutôt chaud avec des La Niña quand on est plutôt froid. La situation aujourd'hui, on est officiellement en situation neutre, mais en transition de La Niña qui était jusqu'à février-mars, en train de passer ici en El Niño. Alors pour l'instant, on n'a pas encore atteint le seuil de 0,5 de cet index qui fait qu'officiellement on est en El Niño, mais on va clairement y arriver. Euh, c'est ce qu'on peut mesurer. On a des capteurs dans l'océan qui permettent de mesurer comment l'eau chaude se déplace vers l'est à l'équateur. Donc ici, vous avez des diagrammes avec
la profondeur jusqu'à 300 mètres de profondeur, l'Australie ici, l'Indonésie et à l'est, l'Amérique centrale. Et vous voyez cette anomalie de chaleur qui se propage en profondeur et qui est en train d'arriver en surface ici, fin mai, début juin. On a un coup de vent d'ouest qui a accéléré ce déplacement en avril et qui donc nous fait dire aux prévisions qu'on va avoir un événement qui sera sans doute de modéré à fort. Et on va voir ensuite comment ça peut évoluer. Alors, les impacts d'El Niño météorologiques, ils se font à travers ce qu'on appelle des téléconnexions. Donc ici, vous avez une circulation un peu en trois dimensions de l'atmosphère au-dessus des tropiques. Vous voyez, on retrouve les alizés ici, des remontées d'air chaud au-dessus de ces zones de la piscine océan indonésienne où il pleut énormément, l'air humide se condense. Un retour en altitude et ici, par contre, des eaux plutôt, un air plutôt sec qui revient vers la surface et en des circulations qui sont connectées, vous voyez, au-dessus de l'Atlantique et au-dessus de l'Indien. Quand un Niño a lieu, cette cellule dans le Pacifique se déplace et elle va jouer des coudes avec toutes les autres cellules dans les tropiques, ce qui fait qu'on va avoir des impacts sur les zones d'ascendance où il pleut et les zones de subsidence où au contraire il fait sec qui vont changer et donc des régimes de séchage et de précipitation qui changent dans tous les tropiques. Alors il y a aussi des impacts en plus haute latitude. Donc, vous voyez, c'est ça, les impacts d'El Niño en décembre, janvier, février, et puis l'été suivant. Hein. Donc, El Niño commence maintenant, il va se développer pendant l'été, l'automne, arriver à un maximum en décembre, janvier, février, et il y aura d'autres impacts l'été suivant, en particulier dans l'hémisphère austral. Ces impacts sont un peu miroirs de ceux de la Niña, mais vous voyez aussi des impacts en Amérique du Nord, ici, et parfois en Amérique du Sud, aussi un peu en Afrique du Sud. Par contre, aucun impact en Europe, hein, robuste. Et ces impacts se font par des ondes atmosphériques. Ici, je ne rentre pas dans le détail. Alors, chaque El Niño est différent et aussi bien avoir en compte que les réponses locales varient. Ici, vous avez l'anomalie de température d'un certain nombre d'El Niño passés. Vous voyez, ils sont un peu tous différents, pas forcément localisés au même endroit, pas forcément la même amplitude. Et si on réfléchit en termes de risque, Gilles y reviendra, le risque tel que défini dans le rapport du GIEC, c'est l'aléa, c'est-à-dire la probabilité de la survenue d'un événement extrême météorologique lié à El Niño, que multiplie la vulnérabilité, que multiplie l'exposition, des choses que vous connaissez. Et en fait, la vulnérabilité et l'exposition, ce sont des choix de société qui peuvent être modifiés par l'adaptation. Et en ce moment, là, j'ai pris quelques nouvelles dans la presse ces derniers jours. Puisqu'il n'y a plus de remontée d'eau froide le long des... A priori, pendant El Niño, il n'y aura plus de remontée d'eau froide le long des côtes du Pérou-Chili. Donc, le Pérou se pose la question d'armer ou non ses flottes de pêche, d'étendre une pause sur la pêche des anchois ou non. Donc, c'est vraiment intégré maintenant dans beaucoup de sociétés qui sont impactées, qui permettent de se préparer. L'Indonésie qui va planter son riz plus tôt aussi. Voilà. Donc, c'est quelques exemples, hein, mais vous en retrouverez d'autres, d'impact d'El Niño, mais aussi qui montrent que les sociétés se sont adaptées à El Niño. Grâce aux prévisions, 6 à 9 mois à l'avance, elles peuvent se préparer, être plus résilientes face à ces anomalies. Donc, les provisions saisonnières pour les prochains mois. Donc, cet index El Niño, vous avez ici deux exemples de systèmes de prévision, un aux États-Unis, au Climate Prediction Center, et un au Centre européen de Reading en Europe, qui tous les deux donc prévoient, vous voyez, une augmentation des températures dans cette région. Alors, des modèles parfois plus forts que d'autres, hein, et en fait, l'amplitude, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a une quasi-certitude sur l'arrivée d'El Niño. Par contre, il y a une incertitude sur l'amplitude qui sera atteinte au pic qui aura lieu en décembre, janvier, février. Et vous avez ici un graphe qui montre, en fonction des saisons, donc aujourd'hui on est là, la probabilité de l'intensité d'El Niño avec plus c'est rouge foncé, plus l'événement va être intense. Et vous voyez qu'on a en fin d'année un tiers de chance qu'il soit intense, un tiers qui soit fort et un tiers qui soit modéré. Et en fait, cette dépendance va dépendre de l'arrivée d'autres coups de vent d'ouest qui, on sait, sont des accélérateurs et on aura une certitude sur l'amplitude en automne. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Je vous donnerai les slides, ça c'est quelques sites que moi je vais voir quand vous venez me poser des questions sur les prévisions d'El Niño, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Australie, hein, des centres très bien faits qui sont ces systèmes de prévision opérationnels. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. Alors, on retient que El Niño est un phénomène naturel qui n'est pas causé par le changement climatique. Il existait bien avant la révolution industrielle. Ce sont ces impacts qui se combinent aux effets du changement climatique qui finalement
posent question. Ils peuvent vous poser question à vous, journalistes. Il est possible de prévoir un Niño 6 à 9 mois à l'avance, comme nous le faisons aujourd'hui, et cela est précieux parce que ça permet aux sociétés humaines et au gouvernement de s'adapter, de s'organiser avec des systèmes d'alerte, d'adapter leurs activités économiques. On va le voir plus en détail avec Gilles. Et deuxièmement, ce que je retiens de ton message, c'est que El Niño n'a pas d'impact météo en Europe. Donc il est faux de dire que l'été 2026 ou 2027 sera plus chaud en Europe à cause d'El Niño. Peut-être un En point, revanche, Célia, ouais. que je peux préciser sur, parce que la France ne s'arrête pas à l'Hexagone, c'est l'impact aussi sur les Outre-mer, où là, on sait quand il y a le Niño en Polynésie française, il y a un risque de cyclones tropicaux, d'ouragans, qu'il n'y a pas en année normale. Par contre, il va y avoir aussi des anomalies de précipitation en Nouvelle-Calédonie. Un risque, par contre, diminué de cyclones tropicaux dans les Antilles. Et dans l'océan Indien, là, la situation est souvent voilà, est plus contrastée. Il y a d'autres éléments qui vont venir l'influer. Mais ne pas oublier l'impact euh, sur les territoires ultramarins qui, lui, est clair au niveau météorologique. Clairement, l'outre-mer est concerné, et donc ça c'est important pour vous en particulier pour ceux qui ont voilà, des antennes dans l'outre-mer. Et donc on va voir avec Gilles que si El Niño n'a pas d'impact météo en Europe ou en France métropolitaine, il a en revanche des impacts en Europe d'ordre économique, financier et sociaux. Euh, alors, je me tourne maintenant vers Gilles Dufresneau. Gilles, tu es économiste. Tu ne te plonges pas dans les modèles climatiques, mais dans les modèles économiques. Alors, qu'est-ce que l'économie a à voir là-dedans? Et même question pour Eric, selon toi, pourquoi El Niño est un sujet dont les rubriques économiques ou généralistes des médias, et pas seulement les rubriques météo ou environnement des médias, devraient s'emparer? En fait, pourquoi c'est un sujet qui devrait intéresser les journalistes? Oui, bonjour à tous. Merci Célia d'organiser ce webinaire sur un sujet qui est très important. Pour répondre directement à la question, c'est vrai que l'Europe n'est pas directement touchée, je veux dire physiquement ou climatiquement par El Niño, mais l'Europe est quand même impactée. Il y a trois effets. D'abord parce que El Niño perturbe les marchés agricoles, perturbe les activités minières, parce qu'il y a des sécheresses dans certains pays producteurs, il y a des inondations, par exemple en Amérique latine. Et donc, ça veut dire que, on va produire parfois moins de blé, de maïs, de café, de sucre et tout ça. Et donc, comme tous ces produits s'achètent et se vendent sur des marchés mondiaux qui sont interconnectés, évidemment, si vous avez une pénurie à l'autre bout du monde, dans des régions qui sont impactées, eh bien, et comme la France, l'Europe importe des denrées alimentaires, ça a un impact. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément important, c'est que au-delà des impacts sur l'agriculture, les marchés financiers réagissent. Donc, les marchés financiers sont un rouage important parce que lorsqu'on annonce un épisode El Niño, les acteurs vont chercher à se prémunir contre des hausses de prix en actionnant un certain nombre de produits dérivés. Donc, ça veut dire que vous avez des effets en cascade qui font que ces comportements peuvent amplifier des effets sur les prix, des effets climatique, on va dire, d'El Niño. Et puis le troisième élément qui est important, c'est que évidemment, El Niño a des effets plus globaux au niveau macroéconomique, nous on dit, parce que d'abord, ça affaiblit des populations, vous avez des sécheresses qui tuent, vous avez des inondations qui propagent des maladies, ça entraîne des migrations. Donc, ce que l'on trouve, c'est que souvent, ça fragilise en fait les économies avec des conséquences là qui se font ressentir sur le moyen long terme parce que ça va affecter les taux de croissance, l'inflation, le commerce extérieur. Donc, pour résumer, je dirais que pour les journalistes, ce qui me semble important, c'est de ne pas se limiter à couvrir ce qui se passe dans les pays qui sont directement frappés par El Niño, mais d'expliquer un petit peu que ça impacte aussi l'Europe parce que ça finit par peser sur nos prix, nos marchés, nos croissances. Donc ça, c'est un angle qui me paraît intéressant à explorer. Voilà. Ok, et ben alors on te laisse partager tes slides pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ces
interconnexions finalement par les marchés pour qu'on comprenne bien les mécanismes en place et aussi les filières, les denrées qui sont concernées parce que ça peut être intéressant pour vous ou vos collègues de regarder spécifiquement certains marchés qui sont affectés par El Niño. Oui, très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes slides. Donc, Parfaitement. voilà. Oui, pour préciser un petit peu ce que je viens de dire, plusieurs éléments. C'est que nous, ce qui nous intéresse pour mesurer les impacts économiques, c'est vraiment les anomalies, ça veut dire les événements extrêmes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement une question de météo? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce que l'on observe, c'est que El Niño va déclencher un certain nombre de risques systémiques, en particulier parce que les épisodes de température extrême vont avoir plusieurs conséquences qui vont se produire en même temps, c'est-à-dire que on va avoir des marchés agricoles qui vont être déséquilibrés, on va avoir plus de volatilité sur les marchés financiers, on va voir des coûts importants apparaître pour les budgets des États. Donc, ça veut dire que un événement local peut avoir finalement les mêmes effets qu'un choc global qui est synchronisé. Bien évidemment, ça intéresse aussi les économistes en raison des coûts, les coûts sanitaires et sociaux qui, eux, sont vraiment documentés. Donc, ça veut dire que les gouvernements doivent anticiper ces coûts-là. Et puis, c'est important aussi parce que on voit comment est-ce que les marchés financiers intègrent les risques climatiques en regardant notamment les fluctuations des contrats agricoles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce que nous avons découvert, si vous voulez, en travaillant sur les impacts économiques, c'est que il pouvait y avoir des effets qui sont différenciés entre El Niño et La Niña. Ça veut dire entre des températures qui sont anormalement chaudes et puis des températures, au contraire, qui sont anormalement froides. Ce que nous, on remarque en général, c'est que les effets économiques sont souvent plus intenses lorsqu'on a des épisodes La Niña et les effets sont un petit peu plus atténués, on va dire, dans le cas des épisodes El Niño. Alors là, ce que vous avez sur cette diapositive, c'est une sorte de synopsis, une vue d'ensemble de tous les impacts socio-économiques possibles qui peuvent se produire. Je vais juste en citer quelques-uns qui sont importants. Bien sûr, on pense à l'agriculture et puis à toutes les questions de sécurité alimentaire, en particulier parce que El Niño va impliquer des baisses de rendement importantes pour un certain nombre de produits de denrées alimentaires de base, le riz, le maïs, le blé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on va regarder. On pense également aux ressources en eau et puis à la gestion des réservoirs parce que les sécheresses et les inondations vont perturber un petit peu cette gestion. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est les impacts. Donc, il y a des études qui sont très documentées, qui montrent une corrélation assez forte entre la survenue de phénomènes El Niño et puis des conflits sociaux. Donc, on se rend compte que, par exemple, El Niño va être associé à une hausse des conflits civils dans un certain nombre de pays, en raison des conséquences que le phénomène peut avoir sur la santé publique, les maladies, tout ça, je vais y revenir, et les questions d'inégalité. Et bien sûr, les coûts directs, bien entendu, les coûts pour les populations. On estime que donc les projections que nous on fait pour le 21e siècle, c'est qu'on pourrait avoir, lors d'épisodes d'El Niño prononcés, des pertes qui pourraient aller jusqu'à 84 milliards de dollars, ce qui est considérable. D'euros, pardon, ce qui est considérable. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est la chose suivante, c'est le fait que il est très important, quand on s'intéresse en particulier à l'impact sur les prix agricoles, de regarder produit par produit. Nous, on a fait une étude récente là, avec des collègues en regardant l'impact que pouvait avoir un Niño sur 67 matières premières mondiales. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais certaines denrées agricoles voient leur prix augmenter. Bon, bah, en raison d'une raréfaction de l'offre.
Mais d'autres denrées agricoles voient au contraire leur prix diminuer. Donc c'est important pour nous de faire la différence entre le régime finalement dans lequel on se trouve, si c'est un régime La Niña ou bien si c'est un régime El Niño. Alors là, je vous ai mis un petit tableau pour montrer un petit peu quels peuvent être les effets qui concernent bon, les Européens, l'Europe, en fonction de son degré d'exposition, même si le phénomène se passe très loin. Donc, ce qui est important pour nous dans nos modèles, c'est surtout de mesurer l'impact, c'est-à-dire que voilà, El Niño arrive à un moment donné. Quel est l'impact? Est-ce que l'Europe est affectée et combien de temps après le choc? Donc, vous avez ici un certain nombre de produits, hein, classiques dans le panier du consommateur, le maïs, le sucre, le blé, l'huile de palme, etc. Et puis, donc, ce que l'on voit, c'est que, bon, généralement, pour un certain nombre de produits, le blé, donc les céréales, typiquement, vous allez avoir un effet qui va être important et qui va être connecté au fait qu'on a des sécheresses, par exemple, ou des inondations dans certains pays, avec un effet qui peut être décalé, puisqu'on voit que si vous prenez le café, par exemple, si vous avez un phénomène El Niño qui fait baisser la production d'arabica, parce que vous avez une sécheresse au Brésil ou en Éthiopie, les effets peuvent être durables. Ça veut dire qu'on peut ressentir les effets jusqu'à 15 mois après, c'est-à-dire un petit peu plus d'un an après la survenue du phénomène. Donc ça veut dire que pour les économies, les effets peuvent être relativement persistants. Alors, ça, c'est quelque chose qui est... bon, alors, je vais passer sur... C'est cela juste pour vous faire comprendre que, au-delà de l'aspect strictement économique, on a aussi des effets euh, de fragilité au niveau social, là, qui concernent plus spécifiquement des pays ou des régions qui sont touchées localement. Évidemment, El Niño va accroître la pauvreté dans un certain nombre de pays et entraîner des mouvements de population et donc des changements de densité de population. Dans certaines régions, la Corne de l'Afrique par exemple, ça va exacerber un certain nombre de conflits armés, générer de l'instabilité dans la gouvernance. Bon, donc on voit que les effets on peut avoir des effets qui sont démultipliés, voilà, lorsque ce phénomène se produit. Des effets, pour terminer, des effets en termes de santé publique. Bien évidemment, pour les économistes, il y a un indicateur qui est important qui est la croissance potentielle, c'est-à-dire comment est-ce que El Niño peut affecter, non pas la croissance comme on l'entend, la croissance de tous les jours, mais comment est-ce que ça peut affecter la capacité productive des économies. Et il y a un canal qui est direct, qui est le canal du capital humain, c'est-à-dire le facteur travail. Et nous, ça nous concerne parce que El Niño pose des problèmes de santé publique dans un certain nombre de pays. Donc, notamment, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre la baisse de qualité du capital humain, on va dire de la force de travail, et puis la recrudescence d'un certain nombre de maladies, du paludisme, la dengue, les grippes, etc., qui apparaissent et qui sont fortes à l'occasion de différents épisodes d'Enzo. Donc, pour résumer en quelque sorte, plusieurs éléments. Premier élément, c'est que un phénomène qui se passe à 15 000 km de nous peut avoir une conséquence directe sur les prix du café, de la facture d'énergie, etc., via les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension systémique. Peut-être pour terminer, souligner que, donc tout à l'heure, Eric disait que les sociétés se sont adaptées. En termes économiques, cette adaptation, elle se fait aussi au niveau financier, c'est-à-dire que un certain nombre d'organismes disposent aujourd'hui de leviers financiers qui peuvent être actionnés euh, sans attendre que El Niño se manifeste. Donc c'est une façon de contrôler ou d'atténuer un petit peu les effets que peuvent avoir ce phénomène. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre écoute. Merci Gilles. Donc vous avez là quelques idées d'angles à creuser, soit sous l'angle du portefeuille, soit sous l'angle de comment les banques centrales mènent des politiques monétaires
pour limiter les impacts d'El Niño, soit sous l'angle de investiguer les chaînes d'approvisionnement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités finalement qui touchent plusieurs rubriques des médias. Avant de passer la parole aux journalistes présents ici pour des questions, je voulais juste donc résumer le message principal de Gilles. Euh, vous avez compris finalement la manière dont les effets d'El Niño se manifestent à l'autre bout du monde, se propagent à l'économie européenne et française par la baisse de certaines productions, certaines denrées, certains minerais qui s'échangent sur des marchés mondialisés. Donc la conséquence, c'est que les prix augmentent, même en Europe. Et si on peut quand même noter que si ces impacts sur les prix se confirmaient en Europe, ça se combinerait aux autres tendances inflationnistes actuelles liées à la crise au Moyen-Orient et en particulier au prix des hydrocarbures que nous importons. Donc il y a quand même peut-être un enjeu pour les consommateurs européens dans les prochains mois et années. Et aussi un autre aspect, Gilles l'a mentionné, c'est le facteur humain. Alors les humains, ils se prémunissent de ces risques sur les marchés financiers, donc ça contribue à alimenter finalement la machine de l'instabilité des prix et ils vont aussi être touchés par potentiellement des décès, des maladies dans les pays concernés par les impacts qui impactent directement et durablement la croissance dans ces pays-là et ça crée des conséquences économiques qui peuvent dépasser la simple géographie de ces pays-là. Donc voilà, ça fait pas mal d'angles possibles. Peut-être une question à tous les deux pour conclure. Si vous deviez résumer en une minute les moyens de se protéger, voilà, comment est-ce qu'on fait maintenant, si on connaît à la fois les conséquences météo, comme Eric les a expliquées, et les conséquences économiques potentielles, comme Gilles les a expliquées, comment on peut se prémunir en tant que société humaine et aussi en tant que voilà, France face à ce phénomène récurrent qui se combine au changement climatique. Eric, si tu veux commencer. Bah, je pense qu'effectivement, la partie de prévision est essentielle. Donc, d'avoir des prévisions saisonnières qui permettent d'anticiper euh, ces impacts est important. Et donc, bah, la prévision, ça suppose des réseaux d'observation, des investissements dans des centres de prévision. Donc, il y a tout cet aspect-là hein, qu'il faut pas oublier et qui, en ce moment, bah, peut-être en partie aux États-Unis, peut poser problème, la maintenance de ces systèmes d'observation. Euh, Ensuite, eh bien, il y a de faire en sorte que l'information des centres de prévision arrive jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Et là, on voit le développement dans beaucoup de pays maintenant depuis une vingtaine d'années, mais pas encore partout, de systèmes de prévision opérationnels adaptés aux enjeux locaux. Et donc, ça peut faire partie, par exemple, dans les discussions des banques de développement ou d'aide de nombreux pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des systèmes de prévision, mais qui sont les plus impactés par El Niño, de pouvoir bénéficier de cette information climatique, ce qu'on appelle des services climatiques, hein, qui se développent. Donc voilà quelques exemples. Et quand même dire que aujourd'hui, El Niño et la plupart des pays qui ont une vulnérabilité réduite par rapport à El Niño connaissent le phénomène depuis longtemps et savent l'intégrer dans leur société. Alors, bien sûr, comme l'a rappelé Gilles, en fonction de leur vulnérabilité préexistante ou pas. Mais je pense que le premier travail qu'on nous on a à faire en France et en Europe, c'est de contribuer à rendre ces pays plus résilients. Merci beaucoup, Eric. Gilles? Oui, alors pour compléter ce qu'a dit Eric, c'est que l'avantage d'avoir des systèmes d'alerte qui soient précoces, c'est que ça permet de déclencher des mécanismes de financement anticipé. Ça veut dire que on est maintenant capable de débloquer des fonds avant qu'une crise ne soit déclarée. Donc c'est intéressant de plusieurs points de vue. D'abord parce que alors, les marchés financiers ont développé des outils intéressants qui sont des assurances. Nous, on appelle ça des assurances paramétriques. Ça veut dire que
les assurances, sans attendre qu'on ait constaté les dégâts, eh bien, les assurances peuvent se déclencher. Et puis aujourd'hui, vous avez des organismes internationaux et régionaux, la Banque mondiale et puis un certain nombre de banques régionales de développement qui ont mis en place des lignes de crédit qu'on active, qui sont activables très rapidement en cas de crise. Donc, ça, c'est une façon de permettre au pays de faire de la résilience. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais arrêter l'enregistrement.